On est heureux de vous retrouver donc après cette courte pause pour cette fois-ci interroger donc la notion d'observatoire de recherche pour le développement entre produits de science et processus de renforcement de capacité des acteurs, et pour un peu fournir des idées, partager des expériences sur ces questions-là entre produits de science et processus. Sur les notions d'observatoire, on a le plaisir et on a invité donc un certain nombre de panélistes, comme je vous le disais avant la pause, Daniel Fonseca, Agnès Fontenot, Ibrahim Amadou, Gabriela Littré, Mahamadou Sanoussi Hassan et Claude Thor, donc au nombre de 6 à qui on pourra poser successivement des questions. Si vous avez des réactions et que vous avez envie de poser des questions aux intervenants, n'hésitez pas à utiliser les questions-réponses et on prendra ces questions s'il nous reste un peu de temps. Mais on va privilégier d'abord les interventions des panélistes. Donc, on va commencer. Je vais vous proposer en fait de suivre cette table ronde en 2 rounds. Le premier round sera constitué de témoignages, donc de certains des panélistes, sur des observatoires par et pour les organisations paysannes et leurs membres. Donc certains des panélistes qui vous partageront leurs expériences des observatoires auxquels ils ont pu participer ou analyser. Et puis le deuxième round de questions, celui-ci s'attachera à comprendre un peu mieux les enjeux politiques et stratégiques des observatoires et les modèles économiques des observatoires sur les questions de l'agrobiodiversité, notamment. Il n'y aura pas que ça. Donc, on peut commencer tout de suite avec le premier round de questions. Donc, la deuxième panéliste qu'on voulait faire intervenir aujourd'hui, c'est Agnès Fontenot, qui est consultante experte de l'agrobiodiversité chez Bioversity International et qui est la gestionnaire de l'initiative DATAR, qui vise à développer un outil d'évaluation de la diversité pour la résilience de l'agrobiodiversité. Donc, Agnès Fontenot a effectué des enregistrements pour répondre aux questions qu'on lui posait. Donc, si vous pouvez afficher le premier enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Agnès Bernice Fontenot et je travaille pour PAR, la plateforme pour la recherche sur l'agrobiodiversité, et je travaille plus particulièrement au développement de DATAR, qui est un outil de mesure de la diversité pour l'agrobiodiversité et la résilience. Alors je suis désolée de ne pouvoir participer en direct à ce webinaire de clôture du projet COEX et j'ai donc préparé cet enregistrement. Alors, DATAR a été créé pour faciliter la meilleure compréhension, l'utilisation et la conservation de la diversité intraspécifique agricole locale pour les cultures, l'élevage et l'aquaculture. Et les outils DATAR sont un portail web et une application, l'app DATAR. Alors, en mettant l'accent sur les cultures, les outils DATAR permettent tout d'abord la collecte efficace de données sur le terrain, grâce à l'app DATAR, par la réalisation de discussions de groupes de consultation, d'enquêtes de ménage sur la diversité des variétés cultivées, leur description, les sources de semences, et des entretiens avec des personnes clés pour aller plus en détail sur les aspects de pratiques agricoles, les aspects de marché, de loi et réglementation. Les outils DATAR permettent également l'agrégation et l'analyse des données collectées pour une meilleure compréhension de la diversité et de son utilisation. Cette agrégation et analyse des données se fait au niveau des sites de projet, des zones agroécologiques et aussi au niveau des projets, avec entre autres le calcul des indices de diversité tels que la richesse, l'équitabilité et la divergence, ou encore la réalisation de graphiques et diagrammes sur la répartition des variétés, des fournisseurs de semences, etc. Les outils DATAR permettent également la présentation d'interventions variées à entreprendre qui soient les plus adaptées à la situation et aux contraintes rencontrées par les agriculteurs pour chaque site de projet et pour chaque culture clé. Et enfin, DATAR permet la mesure de l'impact des interventions réalisées par la fixation d'objectifs à atteindre et la réalisation d'une nouvelle évaluation de la diversité en fin de projet. Par la mesure de l'évolution aux 3 niveaux, site, zone agroécologique et projet, des progrès réalisés aussi bien en termes de présence de diversité des variétés qu'en termes d'atteinte des buts fixés par le projet et les agriculteurs,
Donc on parle là de buts tels qu'une meilleure production en situation de sécheresse, une meilleure réponse aux demandes de marché, ou encore une meilleure équité entre les sexes, ou la protection de certains habitats, et bien d'autres encore. Et enfin, un dernier point, c'est la réalisation des avantages ou bénéfices mondiaux, environnementaux, économiques, sociaux, de santé, etc. Alors une partie des composantes de Datar est encore en développement, mais nous avançons bien, à un bon rythme. Et d'ici un mois, le portail web, aussi bien que l'application, seront disponibles en français. Alors la première question qui m'est posée, c'est comment les données collectées et les résultats produits via notre outil, qui est disponible sous forme d'application pour smartphones et tablettes, sont-ils mis à la disposition des communautés agricoles avec lesquelles vous travaillez? Alors, la description faite de Datar juste précédemment donne déjà une grande partie de la réponse. Des enquêtes, des discussions et entretiens sont réalisés avec les agriculteurs et avec d'autres personnes clés. Ce travail se fait sur papier, en complétant des tableaux, en réalisant des diagrammes. Les questionnaires et descriptions détaillées des rôles des facilitateurs, rapporteurs et intervieweurs sont à disposition des utilisateurs de Datar. L'information rassemblée est parallèlement entrée dans l'application Datar par un rapporteur. Là encore, des instructions ont été préparées et l'équipe de Datar propose également des formations pour une meilleure prise en main des outils. Les informations rentrées pendant les enquêtes et les discussions permettent une vision générale et une meilleure compréhension de la situation locale dès la fin de l'activité de collecte de données. Enfin, l'application est pour l'instant à destination de toute personne souhaitant réaliser un projet, donc qu'il s'agisse des personnels de services de vulgarisation, d'ONG, d'instituts de recherche, etc. Et une deuxième application est également au projet qui sera, elle, plus à destination directe des agriculteurs pour leur indiquer la présence de fournisseurs de variétés spécifiques dans leurs environs et ce type d'informations. On reprend ensuite. On avait envie aussi de faire intervenir Ibrahim Amadou de Suiced. Est-ce que Ibrahim, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour. Donc Ibrahim Amadou, vous êtes le chargé de programme souveraineté alimentaire au Niger pour l'ONG Suiced. Et votre organisation est activement impliquée dans des projets de renforcement des capacités des communautés paysannes au Niger en organisant de nombreuses formations. La question qu'on avait envie de vous poser aujourd'hui, c'est la suivante. Pensez-vous que certains programmes pourraient intégrer les apprentissages du projet COEX en termes d'établissement des protocoles de collecte des données, leur analyse et leur communication en interne et en externe? Oui. Merci et je profite pour remercier quand même les organisateurs de cet atelier. Donc, effectivement, pour le cas du Niger, Suiced est engagé dans plusieurs projets de renforcement des capacités des communautés. Et notamment, je citerai quelques projets comme le projet Recherche et Action pour l'augmentation de la production agricole au Niger et aussi le projet que nous appelons CROPS, qui sont tous des projets de recherche participative à l'intérieur duquel plusieurs organisations participent, notamment les ONG, les associations, la recherche et des paysans volontaires qui, à partir de leurs problèmes, essaient quand même de remonter les problèmes et qu'on essaie ensemble de trouver des solutions communes. Et dans ces solutions, le volet renforcement des capacités des différents acteurs, que ce soit des chercheurs, des communautés elles-mêmes ou de nous autres acteurs des ONG, occupe une place importante. Donc, on essaie ensemble d'élaborer des protocoles et de décider de quel contenu donner à la formation, et les résultats aussi sont partagés. Et en plus, nous essayons aussi d'analyser certaines problématiques, notamment par exemple sur les questions semencières, comment la question de la coexistence des systèmes semenciers est perçue à l'échelle du pays, n'est-ce pas? Comment elle s'implémente. Et je donnerai par exemple quelques exemples de nos constats à partir de tout ce que nous avions vu dans le contexte du Niger. Cette coexistence se passe très bien, mais avec quelques désavantages de réduction significative de la biodiversité cultivée. On a tendance à
perdre certaines espèces. Je citerai certains exemples qui sont ressortis par les échanges avec les producteurs, notamment des espèces comme le fonio, qui étaient jadis cultivées, aujourd'hui qui ont une tendance à disparaître carrément du système. Et aussi la perte de la biodiversité à l'intérieur même, au sein de certaines espèces qui sont des espèces essentielles pour la survie des communautés. Si je prends le cas du mil, il y a des variétés des variétés qui soient soit paysannes ou de la recherche qui ne sont plus sur le système semencier actuel, le cas de l'arachide et du sorgho ou tant d'autres. Donc, c'est autant de problématiques qui sont relevées par le système, notamment participatif de recherche que nous menons au niveau local. Effectivement, pour revenir à la question, nous pensons que de tels programmes peuvent trouver vraiment une place au niveau du programme COEX de façon globale. Parce que je retrouve des similarités en termes d'approche, n'est-ce pas, d'approche de recherche, d'approche de participation, d'approche de restitution des connaissances. Et donc, à mon avis, des synergies sont bien possibles et nécessaires d'ailleurs entre les programmes que nous menons ici au niveau du Niger, particulièrement au niveau de Suissette et COEX de façon spécifique. Donc, je m'arrête là pour permettre peut-être aux participants de poser quelques questions qui me permettront d'aller plus en profondeur. Je vous remercie. Le micro porte. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Ibrahim Amadou, donc pour la réponse à cette question que l'on vous posait sur l'intégration des apprentissages de COEX dans les activités, notamment les projets que vous menez, les activités que vous menez auprès des communautés paysannes au Niger. Vous nous indiquez que vous menez plusieurs programmes de recherche participative à l'échelle locale au Niger et que vous vous impliquez activement dans le renforcement des capacités des communautés paysannes et que vous intégrez également dans vos réflexions la notion de coexistence des systèmes semenciers en soulignant que les agriculteurs vous font remonter des pertes d'espèces et de biodiversité, pertes d'espèces comme le fonio et de certaines variétés de mil et d'arachides, pourtant des espèces des variétés fortement utiles pour la sécurité alimentaire au Niger. Et vous nous répondez que effectivement intégrer les apprentissages de COEX dans vos actions est non seulement possible mais nécessaire. Donc merci pour cette contribution. J'ai envie de maintenant donner la parole à Claude Thor de l'AFD. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voudrais tout de suite dire que je suis pas un spécialiste des semences et que plutôt, donc moi je suis chargé de projet à l'AFD, donc dans la division développement rural agriculture, et que ce sujet effectivement des semences et de l'information qui doit être mise à disposition des acteurs pour nous est importante. Il faut bien voir que en termes de voilà. En termes de priorité, nous, on est tout à fait alignés sur les sujets comment promouvoir la résilience vis-à-vis du changement climatique. L'agroécologie, maintenant, c'est de plus en plus une stratégie forte. On est en train d'ailleurs d'élaborer une doctrine là-dessus, avec des sujets, concernant la résilience, des sujets de dégradation des sols, un peu les mêmes qu'on a en Europe, avec l'effondrement de la biodive, des sujets de durabilité sur l'accès à l'eau, etc. Faut rappeler aussi que l'AFD, c'est à la fois donc un intervenant plutôt sur le secteur public. C'est le cœur de l'AFD. On a aussi une filiale qui s'appelle Proparco qui intervient plus maintenant spécifiquement auprès du secteur privé. J'avais donc cette question sur comment on peut financer à moyen terme ce genre d'observatoire. Ce que je dirais, c'est que comme on dit, on dépend aussi de nos interlocuteurs, c'est-à-dire que nos principaux interlocuteurs, ce sont les gouvernements, et c'est vrai que si la vision du gouvernement, c'est
pas la vision de l'agroécologie, si c'est plutôt le modèle révolution verte traditionnel, on va avoir quelques problèmes à mettre en œuvre des programmes qui vont être plutôt favorables à ça. Donc, on est systématiquement confronté à ce sujet, sachant que les gouvernements, eux, vont privilégier systématiquement le court terme au long terme, parce qu'ils ont à répondre à des demandes politiques très très concrètes, et que voilà, on est continuellement dans cette négociation qui est concrète, et on voit bien qu'il y a des modèles qui sont en tête, hein. C'est le modèle brésilien avec cette vision binaire qui a été décrite tout à l'heure, également entre petits et gros agriculteurs ou agro-business. On a aussi, en termes d'acteurs, notre principale difficulté, c'est que la plupart des acteurs formels, c'est-à-dire ceux qui ont des comptes audités et donc qui peuvent justifier l'utilisation de financement ou de la gestion de financement, ce sont plutôt des gros acteurs, alors que la plupart des OP, peut-être pas moribènes, mais des petites organisations de producteurs, eux, ont des difficultés à justifier la redevabilité, par exemple, d'incitation financière ou de la gestion de financement. Donc, on a systématiquement ce sujet aussi de sur quels acteurs s'appuyer, et donc par des mécanismes de verrouillage qu'on a dans nos propres instruments d'intervention. Maintenant, peut-être pour revenir aussi au sujet des observatoires, on a mené l'année dernière une enquête, et d'ailleurs je crois que Vincent Fautrel était dans l'assistance, puisque c'est lui qui l'a menée, pour synthétiser un peu tout ce sujet de système d'information, parce qu'en gros, si je comprends bien, l'observatoire tel qu'il nous a été présenté, c'est à la fois un mixte entre une sorte de laboratoire d'innovation, mais quand même très orienté recherche, même si il y a des mécanismes d'apprentissage, et puis un système d'information pour des services et par des acteurs qui se développent énormément. Donc ces systèmes d'information, on a énormément de demandes, mais qui s'appuient essentiellement plutôt par des approches filières et pas encore par des approches territoriales, contrairement à ce qu'on peut trouver en France, hein, par exemple. Et finalement, on a toujours des sujets de propriété de l'information, même si ces initiatives qui fleurissent partout sont intéressantes, puisqu'elles permettent d'intégrer, tout un tas d'acteurs, d'intégrer aussi des systèmes technologiques et de la construction institutionnelle intéressante, hein. Maintenant, on est toujours confronté à ces sujets de gouvernance et de modèle économique, puisqu'on nous demande toujours de continuer à les financer, de sortir un peu de l'approche projet. Et donc, les conclusions de l'étude qui a été menée, c'est vraiment l'intérêt des États de réinvestir dans le financement des services d'information. Et ce genre d'observatoire pourrait être une des options de ces services d'information, hein, qui concernerait pas simplement le sujet des semences, mais aussi le sujet des prix, des marchés, des sujets économiques, des sujets également d'alerte sur les aspects météo, et autre part, donc, de réinvestir sur des problématiques de commun public et qui sont importantes, mais sur lesquelles on va nous demander des résultats, des impacts, être capable de mesurer si réellement l'investissement qui a été fait va produire des impacts, pour que on puisse avoir des modèles de financement pérennes, parce que c'est vrai qu'investir dans l'information, c'est pas simplement du one shot, il faut l'alimenter, mobiliser des acteurs, donc accepter aussi la présence d'acteurs du privé, des OP, des ONG, des collectivités locales dans l'alimentation de ce système d'information, ce qui est pas du tout gagné, hein. Beaucoup je travaille notamment avec des ministères de l'agriculture qui, eux, sont pas
forcément prêts à partager à la fois l'accès à ces systèmes d'information. Donc voilà, on a beaucoup de sujets et beaucoup de questions et aussi beaucoup de blocages qui soient institutionnels pour pouvoir avancer là-dessus, quoi. Merci. Merci beaucoup, Claude Thor, donc pour votre intervention et où vous précisez effectivement un certain nombre de choses en appuyant sur le fait qu'à l'AFD, vous êtes effectivement très impliqué sur la question de la résilience des systèmes agricoles, que c'est une priorité pour vous, mais que vous faites face et que la question de l'agrobiodiversité est un des leviers identifiés, que par ailleurs vous faites face donc à des blocages, donc vous mentionnez institutionnels, sur la question aussi des acteurs, sur lesquels acteurs on pourrait s'appuyer pour pérenniser ce genre d'initiatives que sont les observatoires collaboratifs de la biodiversité. Donc, vous soulignez aussi que souvent les approches sont des approches filières et non pas des approches territoriales, comme celles déployées dans le projet COEX, et que malgré le fait que ce soit intéressant, les questions de gouvernance et de modèle économique persistent, et que c'est donc pour vous aussi aux États de réinvestir dans ces systèmes d'information. Donc, en tout cas, merci pour vos contributions. Je pense qu'ils pourront aussi donner lieu à des transitions avec ce que présenteront d'autres panélistes. Et donc, à ce propos, j'ai envie de m'adresser à vous, Gabriela. Donc, Gabriela, vous êtes chercheuse associée sur les changements environnementaux mondiaux et les politiques publiques au Centre pour le développement durable de l'Université de Brasilia. Et en tant que spécialiste des processus participatifs et de coproduction de connaissances dans les domaines de l'adaptation au changement climatique et du nexus eau, énergie, alimentation, vous vous êtes intéressé à différentes formes d'observatoires et dispositifs de monitoring depuis plusieurs années. Donc, ma première question, finalement, c'est une question un peu large qui reprend un petit peu ce que Christian Leclerc a présenté plus tôt. Est-ce que la mise en place d'un observatoire collaboratif sur l'évolution de la diversité cultivée relève selon vous plus d'un processus ou d'un produit? Et puis, pour rentrer un petit peu dans le détail, à partir de vos propres expériences, et là ça fait le lien avec la question des systèmes d'information mentionné précédemment par Claude Thor, quel est généralement le statut des données que les chercheurs et les organisations paysannes collectent lorsqu'il s'agit de savoir-faire, de savoir traditionnel, et comment vous abordez l'accès à l'utilisation de ces informations? Voilà, donc grande question. Je vous laisse 5 minutes si vous voulez développer sur cette question. Alors peut-être utiliser ce micro. Oui. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui et d'avoir fait la connaissance de votre excellent projet COEX. Vous savez qu'on a une longue tradition d'interaction scientifique entre la France et le Brésil. Dans mon cas, je travaille dans un observatoire qui s'appelle INCT Odyssée, l'Observatoire Institut National de Sciences et Technologies, qui étudie les interactions entre sciences et société dans deux grands biomes brésiliens, l'Amazonie et la Caatinga, les semi-arides brésiliennes au nord-est. Et on interagit beaucoup, on a beaucoup d'interactions avec le CIRAD et l'IRD, ce sont nos partenaires de recherche. Alors, beaucoup des problèmes que vous avez amenés aujourd'hui, par exemple, ce sont des problèmes en commun de notre propre réflexion sur à quoi ça sert un observatoire, et quels sont les intérêts, les motivations, quelles sont les expectatives concrètes, et ce sont lesquels les résultats. Et alors, sur la question s'il s'agit surtout d'un renforcement des capacités ou de la production de résultats scientifiques, on a deux façons de répondre à ça. Vous l'avez déjà fait aussi dans ces excellentes présentations ce matin. Et on peut dire ce qu'on voudrait et ce qu'on fait effectivement. Alors, au Brésil, c'est mon expérience, on a fait une cartographie de 25 observatoires socio-environnementaux et on a vu que la plupart est vraiment ciblée à la production de produits scientifiques.
Et bon, c'est normal, c'est notre intérêt en tant que chercheurs de nourrir nos carrières, de répondre à nos questions et en même temps d'atteindre les métriques de la production académique qui sont à chaque fois plus exigeantes et tyranniques aussi. Et surtout dans des traditions plutôt américaines et des pays qui se guident par les résultats quantitatifs de la recherche. Preneur des décisions, mais ça reste surtout dans l'article, ça reste surtout dans cet observatoire qui est presque toujours difficile à être accessé. Mais je ne veux pas dire avec ça qu'il n'y a pas l'effort, mais cet effort est nuancé par des contraintes, par exemple l'échelle. Ce sont surtout des observatoires régionaux et qui répondent à des questions très spécifiques, par exemple des universités ou des ONG qui ont leur propre agenda. Et quand on essaie de comparer les questions, la problématique, l'évolution, les tendances, on n'a pas eu la chance que vous avez eu, ou peut-être la planification de faire des grandes comparaisons entre des différents pays. Et on a bien sûr des observatoires régionaux et on a aussi des observatoires de niveau échelle nationale, mais ce ne sont pas des observatoires où la coproduction de connaissances soit habituelle. Et je dois dire que l'INST Odyssea, où je travaille, je suis une simple partie d'une équipe très grande internationale, et notre but a été justement de coproduire la connaissance avec les acteurs locaux du début de la problématique. Et ça demande beaucoup de temps. En Amazonie, surtout, on est beaucoup plus évolué que dans la Caatinga brésilienne. Et ça demande aussi des liens de confiance qui ne sont pas faciles à obtenir, surtout dans le contexte national actuel et surtout en termes de confidentialité de l'information. À tout ça, la réponse c'est ce qu'on a, ce sont beaucoup de produits scientifiques. On a aussi des produits non scientifiques qui ne fournissent toujours les informations nécessaires pour la prise de décision ou qui sont ignorées. Et on a aussi ce qu'on voudrait avoir, le renforcement des capacités. Ça marche dans beaucoup de cas, mais quand on parle de renforcement des capacités, c'est selon la perspective de qui? Quelles capacités? À qui intéressent ces capacités? Ce sont des capacités de point de vue de qui? Et alors, je voudrais citer pour finaliser cette réponse, la première partie, est Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien, qui a dit que basiquement, renforcer les capacités et donner aux gens la possibilité de voir toutes les possibilités pour que ces personnes choisissent par eux-mêmes. Pédagogie dos oprimidos. Et c'est pour ça que je pense que vous avez fait un travail surprenant. En même temps, j'ai des questions, mais je vais les poser dans un autre moment. Et sur les statuts de production de connaissances traditionnelles au Brésil, que Alexandre vient de poser, je vous ai dit, je peux vous dire que ces connaissances sont, comme vous le savez très bien, historiques, anciennes, très, très riches, très souvent méprisées. Pas pour les académiques, bien sûr, pas pour nous les chercheurs, mais pour d'autres sphères de notre pays. Mais elle continue à exister. Et par exemple, je vous donne l'exemple du paradigme de coexistence con semi-aride, convivence. C'est le paradigme de coexistence avec les semi-arides, où les populations ont dit, basiquement, on a marre des grandes œuvres de lutte contre la sécheresse. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas ce qu'on vient de faire, ou qu'on a fait depuis 500 ans, ou beaucoup de plus de temps? C'est-à-dire, on habite avec la sécheresse. La sécheresse, c'est notre environnement. On est habitué à vivre avec elle et on a des solutions. Et alors, ces connaissances traditionnelles ont évolué dans des technologies sociales de convivence ou coexistence avec les semi-arides. On lutte plus contre eux. C'est-à-dire qu'on a bien sûr des grandes œuvres d'infrastructure qui utilisent l'eau de Rio São Francisco. Le Rio São Francisco est immense au semi-aride, mais ça a eu, dans une abordage approche nexus, des trade-offs ou des synergies négatives avec la sécurité alimentaire, la sécurité sociologique et même la sécurité hydrique des populations plus vulnérables. On garantit d'un côté la sécurité énergétique pour des grandes entreprises et d'autre côté, le dommage est grand. Alors, c'est pour ça qu'on pose la question aux populations,
qui le savait depuis toujours. Et on a créé le système, pas moi, au Brésil, le programme Cisternes, où les gens capitalisent la pluie, la gardent et l'utilisent pendant toute l'année. Et ça, c'est un exemple du statut de connaissance. Alors, ça se passe par un observatoire. Au moment, ce qu'on est en train de faire, c'est de donner la visibilité à ces activités. Mais c'est le mérite total des activités des organisations sociales, comme dans la ASA, au Semi-Aride. C'est la mobilisation des propres agriculteurs, par exemple, et de leurs coopératives. Et c'est leur mérite. Et nous, on commence à donner la visibilité et à apprendre avec eux sur notre observatoire dans la région. Ça, c'était la première question. Merci beaucoup, Gabriela, pour cette réponse à ces deux questions qui étaient en une. Donc sur à quoi ça sert finalement un observatoire, est-ce que c'est un produit de science plus qu'un processus, est-ce que c'est les deux, et où vous nous partagez votre expérience de ces observatoires, notamment dans 2 observatoires régionaux du Brésil. Mais vous nous signalez un peu les écueils aussi auxquels font face ce genre d'initiative, avec un écart entre les aspirations que vous avez et les faits, où la production, finalement, la logique de rendement aussi de la recherche, de production de connaissances de la recherche vient contrecarrer parfois la réponse aux problématiques locales, aux besoins des populations. Et vous soulignez également que le contexte politique au Brésil ne permet pas forcément la prise en compte des productions scientifiques de pointe sur ces questions-là. Néanmoins, vous soulignez que les observatoires régionaux dans lesquels vous participez ont permis certaines avancées et que vous travaillez sur les questions de processus activement. Vous soulignez que la notion de confiance est centrale dans la réussite de telles initiatives. Vous nous expliquez aussi qu'il faut bien se poser la question de quelle capacité on veut renforcer, pour qui et selon qui. Donc, que je suppose que cela nécessite aussi de remobiliser cette question de confiance et d'ouverture du dialogue pour que les populations rurales puissent s'exprimer aussi sur leurs besoins. Et puis, vous finissez par le statut des connaissances et vous nous donnez un bel exemple de population rurale qui se mobilise pour atteindre notamment la sécurité hydrique au cours de l'année, avec un programme qui permet de récolter l'eau de pluie et de la garder pendant l'année. Donc, vous soulignez enfin que c'est cette mobilisation locale des agriculteurs, de leurs organisations, qui permet finalement l'atteinte de la réponse aux besoins, et que vous, en tant que chercheuse, vous contribuez à faire connaître, à donner de la visibilité à ces initiatives. J'ai envie, si Sanoussi est parmi nous, est-ce que Sanoussi, tu nous entends ? Sanoussi ? Non, il n'a pas de... Donc, c'est un peu dommage parce que Sanoussi aurait pu rebondir notamment sur ces questions de renforcement de capacité avec les questions des besoins exprimés par les organisations paysannes locales, puisque justement, en étant directeur de cette organisation, cette grande organisation paysanne qui compte plus de 60 000 membres au Niger, qui est Moriben, et qui s'est activement impliqué dans le projet COEX, il y a eu en fait des besoins qui ont été remontés, notamment sur la nécessité de pouvoir suivre les résultats du projet COEX à travers des formations pour l'utilisation, la poursuite de la collecte des données au niveau du terrain, mais aussi de pouvoir finalement remobiliser le matériel qui a été issu de la réflexion sur la collaboration entre les chercheurs et les organisations paysannes, comment s'impliquer dans des projets de recherche pour l'avenir, comment on peut remobiliser les acquis, les apprentissages de toutes ces questions processuelles dans le cadre du projet COEX. Donc ça, c'est des choses qu'on a évoquées hier lors de la réunion de clôture interne. Donc Sanoussi, je regrette de ne pas pouvoir te donner la parole à ce moment-là pour que tu puisses nous le dire de vive voix. J'espère avoir essayé de traduire un petit peu ta pensée. Est-ce que j'avais envie de passer au deuxième round en donnant la parole à Agnès Fontenot. Est-ce qu'il est possible de faire une projection ? La deuxième question.
Pour faire face aux effets du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité cultivée et de la vulnérabilité des systèmes de production agricole, plusieurs initiatives s'intéressent à suivre l'évolution de la biodiversité cultivée. Comment l'initiative d'Atar s'inscrit-elle dans ce paysage? Est-elle connectée à d'autres initiatives? Alors encore une fois, la description faite précédemment d'Atar donne déjà une bonne idée du fonctionnement, avec une collecte des données en début de projet, avec le choix de se focaliser sur des aspects de marché, de pratiques agricoles ou de législation et réglementation, ou tout simplement de rester sur la diversité des variétés et leur description. La proposition d'un portfolio d'intervention adapté aux contraintes locales et aux buts identifiés, et la réalisation d'une nouvelle collecte de données en phase finale ou intermédiaire qui permettent de mesurer l'évolution en termes de diversité, d'accès à la diversité et les impacts des interventions réalisées. L'application d'Atar et le portail web, sous réserve de signer les conditions d'utilisation et les politiques d'utilisation, sont en libre accès à toute personne qui souhaite l'utiliser en appui à ses projets. Et enfin, la question numéro 3, quel est le modèle économique d'un dispositif comme Datar, initialement financé dans le cadre d'un ou plusieurs projets? Alors, Datar, initialement, est financé par le projet IFAD-GEF, IAP-RFS, donc Resilient Food Systems, pour l'Afrique subsaharienne. Et maintenant, le développement des différents modules ainsi que l'amélioration des fonctionnalités de l'application font l'objet de financement par différents projets et bailleurs de fonds intéressés par la diversité et le développement agricole. Et on est déjà toujours intéressé par des partenariats qui nous permettront de faire des traductions dans différentes langues, arabe, chinois, et puis également continuer à développer certaines fonctionnalités, aller plus en profondeur pour faciliter la collecte de données. Voilà. Une autre source de financement, c'est la réalisation de formations à Datar qui permettent une bonne compréhension et une prise en main des outils efficaces en quelques jours. Et ces formations sont à destination des coordinateurs de projet et puis de tout le personnel qui réalisera les enquêtes et utilisera l'application Datar, à savoir les facilitateurs, les rapporteurs et les intervieweurs. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu clairement à toutes les questions et puis que vous avez été intéressés par la présentation de Datar. Je vous remercie encore de m'avoir permis de participer à ce panel, même sous la forme d'un enregistrement, et au plaisir de pouvoir travailler avec les uns et les autres. Ok, super. Donc Daniel Fonseca, vous êtes généticien et coordinateur scientifique du dispositif en partenariat Innovation et amélioration variétale en Afrique de l'Ouest, dont l'acronyme est YAVAO pour le CIRAD. Vous êtes impliqué dans le projet ABI, qui vise à renforcer les réseaux et les capacités institutionnelles en amélioration des plantes, pour le développement de cultures résilientes en réponse aux besoins des paysans d'Afrique de l'Ouest. Donc, selon votre expérience, j'avais envie de vous poser une première question. Dans le cadre du projet ABI, vous participez à la création d'une base de connaissances sur les variétés, incluant les stocks de semences de type pré-breeding certifié, disponibles par zone géographique. Voyez-vous des ponts à établir entre la mise en place d'un observatoire collaboratif tel que présenté par Christian Leclerc? Alors merci, et puis merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, je suis Daniel Fonseca, donc je suis chercheur, je suis affecté, donc je suis chercheur de l'UMR à Gap, je suis du département BIOS, je suis dans la même équipe que Christian, Célim et Mathieu, l'équipe des DSE. Et je suis affecté au Sénégal, donc précisément à l'ISRA, à Thiès, donc au CERAS, qui est le Centre d'études régionales pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse, et qui est un centre régional d'excellence du CORAF, qui s'occupe des questions d'amélioration des plantes en Afrique de l'Ouest, et particulièrement des céréales sèches et des cultures qui leur sont associées, donc quelques légumineuses, c'est-à-dire le niébé, et l'arachide et puis le sésame. Et en termes de céréales, on travaille donc sur le sorgho, le mil et le fonio. Donc déjà, vous voyez bien que en termes d'espèces qui sont abordées autant par les partenaires que par le projet, on est relativement très proche des enquêtes qui ont été menées dans le cadre de COEX.
Ensuite, donc le projet est le centre régional d'excellence. Sa zone géographique d'action, c'est l'Afrique de l'Ouest, zone sèche. Donc c'est le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger particulièrement. Et donc on voit aussi ici qu'en termes de zone géographique, le projet ABI et le projet COEX, ils vont se superposer puisqu'ABI travaille sur 3 pays principalement qui sont donc le Sénégal, le Burkina Faso et le Niger, mais ABI collabore avec un projet partenaire au Mali qui s'appelle le projet APSAN et qui a des objectifs très très proches de celui d'ABI. Et donc, le projet ABI, c'est renforcement donc des réseaux et modernisation des programmes de sélection et connexion des programmes de sélection aux chaînes de valeur. Aux chaînes de valeur des céréales sèches et des cultures associées dont je vous parlais. Et donc, connexion aux chaînes de valeur. En termes de chaînes de valeur, on entend aussi bien donc la base productive, l'aspect producteur, l'aspect semencier, mais aussi tout ce qui est transformation, donc petites et moyennes entreprises qui vont transformer ces produits céréaliers, ces produits des légumineuses et les commercialiser. Et l'idée donc de la connexion, c'est essayer de mieux cerner et profiler les variétés pour leur donner en fait une plus grande chance de pénétration dans les environnements dans lesquels elles sont destinées à être cultivées. Et donc ici, on voit très très bien ce que le projet COEX, par cet observatoire et par l'immense quantité de données et d'exploitation et de ces données qu'ils ont fait, comment ça peut servir à mieux profiler les variétés dans un projet comme ABI. Par exemple, je prends la question des surfaces et du nombre de personnes qui cultivent une variété, qui sont données extrêmement importantes dont on ne dispose pas de manière habituelle. Et donc là, on voit bien qu'avec COEX, on a des informations extrêmement importantes sur certaines zones géographiques où l'on trouve beaucoup d'agriculteurs qui cultivent sur de grandes surfaces. Donc, on peut avoir des cibles en termes de surface à emblaver et en termes de semences à produire si ces agriculteurs s'approvisionnent sur le marché. Et donc, bien évidemment, dans COEX encore, on a ces informations de où on s'approvisionne et en quelle proportion. Est-ce qu'on autoproduit ces semences ou est-ce qu'on a plus tendance à aller sur des marchés? Et donc, en termes de stratégie de diffusion des innovations, ces données de ces observatoires COEX sont extrêmement importantes pour pouvoir affiner les stratégies et pour pouvoir derrière prendre des décisions qui puissent faciliter la diffusion de l'innovation. La question aussi de membres ou pas d'une OP qui va permettre de diffuser un peu mieux ou moins bien certaines innovations, certaines diversités. Donc, ça nous donne aussi un point d'entrée dans le projet ABI parce que nous avons pris le parti d'un point d'entrée organisation paysanne. Et bien évidemment, on va travailler avec des organisations paysannes finalement relativement proches de celles avec qui le projet COEX a travaillé. C'est Moriben au Niger, ça va être le RESOP au Sénégal et puis d'autres ONG au Burkina Faso et au Mali, d'autres OP au Burkina Faso et au Mali. Et donc, ce sont des ONG qui sont déjà sensibilisées à ces questions donc de diversité, de semences paysannes, de fonction des semences, etc. Et avec qui on va pouvoir aborder aussi ces questions de création variétale, de semences certifiées, de profilage variétal. On a aussi beaucoup dans cet observatoire COEX sur comment sont acquises les semences, les marchés, les boutiques, dans quelles zones géographiques. Ça aussi, en termes de stratégie, c'est extrêmement important pour le sélectionneur, pour dimensionner finalement le marché sur lequel l'innovation qu'il propose va pouvoir être diffusée et voir quelles vont être, bien évidemment, en fonction de ce que disait Vanessa Labéry tout à l'heure, donc des fonctions des variétés, fonctions de construction, fonctions d'alimentation humaine, fonctions d'alimentation animale ou d'autres types de fonctions, comment on va pouvoir justement réfléchir à ces fonctions-là et derrière trouver le sous-jacent en termes de biochimie qui peuvent expliquer les fonctions. Et bien évidemment, comme on a les types de fonctions
On va pouvoir profiler les variétés, derrière pouvoir réfléchir à savoir si c'est du double usage qui va être le plus important, puisque la fonction nutrition animale et la fonction nutrition humaine sont des fonctions équivalentes pour certains types variétaux dans certains endroits, et donc destiner des variétés qui puissent répondre un peu mieux aux fonctions. Bien évidemment aussi, si c'est la fonction alimentation humaine, il va nous falloir nous réfléchir à quel type de produits répondent le mieux aux besoins des populations. Est-ce que ce sont des types de produits tôt, couscous ou bouillis? Et quels sont, d'un point de vue biochimique et d'un point de vue génétique, les déterminants qui permettent justement d'arriver plus facilement à réaliser ce type de fonction et donc le produit que l'on veut atteindre. Et enfin, bien évidemment, parler de ce qu'a évoqué à un moment Frédéric Jankowski sur les aspects de requalification variétale et donc bien évidemment de résultats de la recherche qui passent en milieu paysan et qui sont quelquefois assez rapidement, d'ailleurs, en l'espace de quelques années, requalifiés en variétés traditionnelles alors que c'était à l'origine des variétés de recherche. Et donc, du coup, ça nous conforte en une chose, c'est que quelquefois, la recherche remplit ses fonctions et que donc la diffusion de l'innovation, même si elle n'est pas reconnue comme une innovation de la recherche, cette diffusion de l'innovation et l'adoption variétale dans les systèmes de production et dans les systèmes paysans qui ont été les systèmes enquêtés dans le cadre du projet COEX, donc la fonction de diffusion de l'innovation, elle existe. Par contre, elle est difficilement quantifiable à cause de cette notion de quantification, de requalification. Et donc, ça nous amène à nous poser d'autres questions, à mesurer comment mieux mesurer l'impact de nos recherches. Et donc, mesurer cet impact de la recherche, c'est de trouver des systèmes qui nous permettent de regarder en fait et de retrouver dans les variétés qu'on a diffusées, lesquelles viennent de la recherche, dans quelle proportion. Et bien évidemment, on diffuse des variétés, mais on ne diffuse pas des variétés, on diffuse quelquefois aussi en fonction du mode de reproduction de certaines plantes, on diffuse des gènes, on diffuse des combinaisons de gènes, donc des allèles, et donc certaines configurations alléliques qui sont spécifiques et qui vont diffuser donc du matériel qui va être du matériel traditionnel. Quelle fonction ces combinaisons alléliques ont pu avoir dans cette diversité-là et comment justement l'apport de la recherche peut contribuer à renforcer de la diversité qui est maintenue par les paysans. Donc ça, c'est tout ce que peut apporter l'observatoire COEX à ce grand projet ABI et on dit déjà merci par toute la quantité et la qualité de l'analyse réalisée dans le projet COEX. Du côté d'ABI, on va avoir nous aussi un certain nombre d'enquêtes qu'on va réaliser sur les processus d'adoption et les freins à l'adoption, sur bien évidemment le profilage des variétés, sur les questions de contraintes agronomiques à la production. Ça, c'est un premier lot d'enquêtes qu'on va réaliser donc avec des acteurs, des PME, des producteurs qui peuvent aussi venir alimenter donc un observatoire. Mais nous, on avait pensé à une base de connaissances. Et ensuite, il y a toute cette question de potentiel variétal, de performance variétale dans les pays, donc en milieu paysan, en station, etc. Donc aujourd'hui, les variétés sont diffusées sur la base, on va dire, d'une fiche variétale et donc sur la base d'une adaptation potentielle à un environnement donné. Mais cette adaptation, elle n'est pas forcément testée dans tous les environnements et bien évidemment, elle n'est pas testée au niveau régional. Or, on a un espace aujourd'hui qui est un espace économique et un espace politique régional qui facilite finalement l'homologation des variétés dans un pays, mais la culture des variétés dans les différents pays membres de l'espace. Et bien évidemment, une variété homologuée au Sénégal, on a des données de performance au Sénégal dans certaines régions, mais on n'a pas de données de performance de cette même variété au Burkina Faso, au Niger, au Mali, etc. Et donc, comme on a un système de réseau relativement dense, impliquant autant des sélectionneurs que des paysans, on va pouvoir tester assez largement les variétés donc en station et en milieu paysan et renseigner des bases de connaissances sur des potentiels variétaux dans les différents environnements et permettre justement aux producteurs et peut-être même aux semenciers
une prise de décision sur la base d'informations agronomiques qui ne resteraient plus finalement que des données de projet, mais qui seraient des données de prise de décision. Et donc, comment accéder à ces données? Quel type d'outils? Quel type de base de données? On a des défis techniques. Est-ce qu'il faut des applications sur mobile? Est-ce que, par exemple, l'observatoire aussi COEX, une certaine partie des données peuvent aussi être accédées via des applications mobiles, et à quel type d'acteurs ces informations sont destinées et sous quelle forme? C'est autant de défis techniques qu'on doit lever, autant dans le projet COEX que dans le projet ABI. Je m'arrêterai là pour cette première question. Merci. Donc vous avez bien évoqué tous les apports que les données COEX pourraient vous amener dans le projet ABI et Axan et ODP Yavao. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est, selon vous, comment travailler sur l'interopérabilité des outils de suivi, comme l'Observatoire collaboratif de la diversité peut en être un, lorsque les objectifs poursuivis ne sont pas les mêmes entre les acteurs. Vous nous avez bien mentionné que vos objectifs étaient bien des objectifs d'évaluation de l'impact de la recherche. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous l'envisagez, cette interopérabilité, quand les objectifs poursuivis par les agriculteurs et les chercheurs ne sont pas les mêmes. Alors, elle m'est adressée la question? Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que la question m'est adressée? Oui, tout à fait. Ah, ok, d'accord. Excusez-moi, je n'avais pas bien entendu le début. Alors oui, donc, cette question, elle appelle quand même plusieurs types de réponses, parce que comme le disait Christian, les acteurs sont différents, ils sont divers, mais on travaille avec les mêmes types d'acteurs. Donc déjà, l'interopérabilité entre base de connaissances d'un côté du version ABI et de l'autre et de l'autre observatoire version COEX. Donc, dans ma première intervention, vous voyez bien qu'il y a plein de données qui peuvent finalement servir à l'un et à l'autre, c'est-à-dire aux différents acteurs en fonction des questions qu'on se pose et des angles par lesquels on veut aborder ces questions-là. Donc, du coup, ici, cette interopérabilité entre les différentes bases, donc bases de connaissances et bases et observatoires. Donc, je vais commencer là où j'ai terminé, sur les défis techniques à relever pour faire en fait communiquer des bases, communiquer peut-être aussi des données qui n'ont pas été collectées de la même manière, suivant les mêmes protocoles, suivant par exemple les mêmes processus finalement de renseignement et de collecte des données. Donc oui, il y a des défis techniques, et cette interopérabilité à ce niveau-là est un niveau plutôt technique, et ça peut être résolu peut-être par des approches métadonnées. Après, c'est toujours quelles questions on pose et sous quel angle, et quel type de données et quel type de réponse on peut avoir. Et ensuite, il y a cette interopérabilité qui amène donc à votre question sur les acteurs et sur les objectifs qui pourraient être différents, mais pas forcément. On voit bien que COEX, justement, s'est attaqué à la coexistence des systèmes, et on n'a pas de binaire. On n'a pas d'un côté des OP et des producteurs, et puis de l'autre de la recherche. On a un système plus complexe que ça, qui derrière s'approvisionne en semences ou cultive des diversités sur la base finalement d'informations, d'héritage, de culture ou autre chose. Et donc le système est extrêmement complexe, et c'est très compliqué de dire que les acteurs n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes objectifs sur tout, mais sur une partie des choses peuvent avoir des objectifs communs. Et c'est sur ces points d'objectifs communs que je vois, moi, la plus forte interopérabilité et puis connexion entre les deux projets. Et bien évidemment, il y a des points de vue à réconcilier ensuite sur des choses
recherche, variété, système certifié versus semences paysannes ou semences avec des fonctions différentes, avec plus de diversité. Bien évidemment, là, il y a des points de vue à concilier et à discuter, mais la complexité des systèmes montre très bien qu'on n'est pas dans ces systèmes binaires et que donc tout le monde peut y retrouver ses petits. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que c'est une question qui est extrêmement complexe, à laquelle il me semble qu'on ne peut pas avoir une réponse, un type de réponse unique, mais il me semble qu'il y a un espace ouvert sur lequel plusieurs acteurs, et le projet COEX en a été quand même quelque part un modèle de connexion et de montage de processus. Et je pense que sur ce type de montage de processus aussi, il y a à apprendre entre des liens entre amélioration, OP et producteurs. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette question qui est éminemment complexe. Tout fonctionne. On a assisté effectivement à une série d'interventions intéressantes, assez complémentaires aussi, de la part de Claude Thor de l'AFD, de Gabriela Littré de l'Université de Brasilia, de Daniel Fonseca du CIRAD et du DP Yavao. Malheureusement, Sanoussi n'a pas pu de Moriben nous rejoindre. Mais j'aimerais aujourd'hui, pour conclure cette session, avant la pause déjeuner, donner la parole à Thierry Lefrançois, qui est directeur du département BIOS au CIRAD, pour lui demander finalement de nous, s'il a suivi les échanges, de nous livrer un petit peu son impression sur cette première partie de journée, et donc de faire un petit peu le mot de clôture de cette session 1 sur diversité cultivée et base de connaissances. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Ok. D'abord, merci de me donner la parole. Je vais pas prendre longtemps, je voulais juste un peu réagir parce que ce projet COEX, depuis longtemps, vraiment nous tient à cœur et on pense que c'est quelque chose qui est assez emblématique de ce qu'on veut essayer de développer en ce moment et puis dans l'avenir en collaboration long terme avec nos partenaires au Sud et en particulier en Afrique de l'Ouest, mais pas que. Et donc, on le voit bien à travers les propos qu'il y a eu et les présentations à la fois du projet COEX, mais aussi les exemples donnés sur ABI, par exemple, qu'on a besoin de travailler, je dirais, sur la diversité et les échanges de pratiques de gestion de la biodiversité cultivée. Alors, on ne parle pas juste de travailler sur des échanges de données de biodiversité, on le voit bien, c'est beaucoup plus complexe et c'est ça qui était intéressant dans ce projet. C'est à la fois partager toutes les études sur cette biodiversité cultivée, être capable d'en faire une cartographie qui puisse être utile, que ce soit à l'endroit où ça a été étudié, mais aussi dans les zones adjacentes ou de partenaires. Mais ce n'est pas seulement travailler sur cette caractérisation, c'est aussi travailler sur la caractérisation et l'analyse des pratiques. Et quand on parle des pratiques, on voit que c'est plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas juste les pratiques culturelles, c'est bien les pratiques liées à l'accès, à l'utilisation de ces ressources de biodiversité. Et c'est bien les pratiques des agriculteurs, des collaborations entre agriculteurs, chercheurs et personnes qui vont conserver cette biodiversité. Et puis, c'est l'inclusion de l'ensemble des parties prenantes, et en particulier des associations qui sont, à mon avis, extrêmement importantes à associer à toutes ces réflexions. Donc, on voit bien, ce qui est intéressant dans tout ce cadre qui est un projet, c'est qu'on voit l'intérêt de dispositifs sur le long terme, quel que soit leur nom, je ne sais pas si c'est observatoire ou c'est d'autres noms, parce qu'au-delà de l'observatoire, il y a bien la question des interactions humaines qui est extrêmement importante. Et donc, des dispositifs comme il y a avec les dispositifs en partenariat du CIRAD et en particulier le DP Yavao, mais il y a d'autres dispositifs comme les LMI à l'IRD et des dispositifs locaux purs qui existent. Mais en tout cas, solliciter des dispositifs de partenariat qui sont dans la durée, établis dans la durée, avec un équilibre de ce partenariat, avec des composantes recherche, mais aussi des composantes de collaboration sur l'application en agriculture et la biodiversité, nous semble vraiment essentiel parce qu'on est
dans ces zones-là, en particulier en Afrique du Sud, on est confronté à un tissu complexe de collaboration qui implique des collaborations et des échanges sociétaux importants et indispensables à connaître pour analyser cette biodiversité et pour pouvoir l'utiliser. Et globalement, plus globalement, pour pouvoir traiter de questions qui sont extrêmement prégnantes dans la zone et qui sont en lien aussi bien avec le changement climatique que la sécurité alimentaire ou que la résilience des populations à toutes les crises, quelles qu'elles soient, en lien avec l'agriculture. Voilà, donc mon message, c'est de dire oui, il faut capitaliser sur ce type d'expérience qui associe recherche et capacity building et formation sur le long terme, mais avec un message de collaboration multipartenariale et pas seulement rester dans un entre-soi chercheur pour développer sur le long terme des stratégies d'utilisation intelligente de la biodiversité cultivée. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Thierry Lefrançois pour cette intervention qui vient effectivement bien conclure cette matinée sur effectivement la complémentarité entre des approches de recherche, des applications, qu'on ne peut pas le concevoir l'un sans l'autre. Et c'est effectivement le message que le projet COEX a cherché à apporter tout au long de son déroulé.